entre autres, beaucoup de choses d'ailleurs. Je fais beaucoup d'illustrations, de couvertures de livres, de fantastique. À côté de ça et en même temps, j'ai toujours travaillé pour moi. J'ai toujours cultivé ce fameux jardin secret de création en expérimentant plusieurs manières de travailler. J'ai fait une des premières écoles d'illustration en France dans les années 83, c'est l'école Émile Cole à Lyon. Mon première approche du fantastique en images était les œuvres d'un grand dessinateur, écrivain aussi, de la fin du 19e siècle, début 20e, Alfred Koubine, qui a écrit un livre incroyable, un unique livre qui s'appelle L'autre côté. Donc c'est une espèce de voyage initiatico-métaphorico-étrange dans la veine de cette littérature symboliste un petit peu de la fin du XIXe siècle. Et Koubine faisait aussi énormément de dessins très très étranges, très curieux. C'est le mot étrange. Vraiment ma découverte de ce fantastique-là passe par l'étrange, ou l'inquiétude. J'ai découvert toute une gamme d'auteurs et de peintres, encore une fois, à une époque où les gens écrivaient autant qu'ils dessinaient. Victor Hugo est brillant poète écrivain, mais aussi un fantastique dessinateur. Et donc cette génération d'artistes fin 19e m'ont initié au fantastique. 3 ans après, j'ai quitté cette école, j'ai eu le diplôme, je ne sais pas par quel miracle, mais enfin bon, je suis monté donc à Paris pour tenter ma chance. Première démarche professionnelle, le bid total, comme c'est souvent le cas. Donc en fait, je me suis replié, puisqu'il faut bien gagner sa vie, à travailler dans une agence de déco qui crée les décors des restaurants McDonald's, l'époque des Playland. C'était des grands décors peints pour enfants en fait. Donc là, ça a été quand même une chance fabuleuse, parce que là, j'ai pas fait l'illustration que je voulais faire, mais j'ai appris à réellement travailler. J'ai appris à travailler en très grand, j'ai approfondi la méthode de travail, donc c'était de la peinture, hein, de la vraie peinture, de l'acrylique sur de la toile. Ensuite, la boîte à fermer, on a tous été virés, et ça a été heureusement une chance, puisque après j'ai été obligé, donc cette fois-ci, de redémarcher, et là les choses ont vraiment démarré dans l'édition. Donc que ça soit, j'ai fait quand même beaucoup d'illustrations jeunesse, malgré tout, pas avec un immense plaisir, je crois que c'est vraiment pas mon truc, mais j'ai illustré le roman de Cécile Aubry, Belle et Sébastien. Donc aux antipodes je crois que je dois être le seul illustrateur de fantastique à avoir illustré un bouquin absolument pas fantastique. Une couverture totalement discutable et oubliable, mais c'était assez marrant d'avoir fait ça. C'était surtout une leçon, c'est-à-dire qu'un illustrateur, même s'il ne rêve que de faire du fantastique ou de la science-fiction ou des choses comme ça, j'ai été obligé, comme tous mes camarades, à se confronter à d'autres choses, à d'autres univers. Et ça, rétrospectivement, je trouve que ça m'a beaucoup servi. J'ai énormément travaillé, il y a vraiment... C'était donc dans les années 95-2000. J'ai fait énormément d'illustrations, beaucoup de merde. Mais c'est le jeu, c'est justement pour moi ça a été un apprentissage absolu, quoi. Pour la jeunesse, Bayard, Hachette, Gallimard, jusqu'à une rencontre plus intéressante, plus décisive, aux éditions du Fleuve Noir. Le Fleuve Noir était surtout à l'époque, encore l'éditeur des San Antonio. Et c'était vraiment l'archétype de l'éditeur de gare, avec le côté péjoratif que peuvent avoir certaines personnes. Et moi, c'est ce que je recherchais. Le fantastique, la science-fiction, c'est aussi de littérature populaire de gare, finalement. Je suis arrivé au bon moment, et à ce moment-là, on m'a proposé donc de me proposer une collection entière qui s'appelait la Bibliothèque du Fantastique. C'était des recueils de nouvelles et de romans d'auteurs français. Et là je me suis régalé. Je crois que j'ai fait les illustrations les plus libres et les plus détendues qui soient. J'ai fait exactement ce que j'ai voulu. J'avais la chance d'éviter la direction artistique de l'époque, de ne pas subir le diktat d'une direction artistique grâce à mon vrai patron là-bas, qui était un gars incroyable, qui s'appelait François Ducos, qui était le directeur de collection donc, cette collection Bibliothèque du Fantastique, mais qui était dans la vraie vie surtout un commandant de police au commissariat de Maubert à Paris. Et j'ai fait des images
Donc quelques-unes dont je suis assez fier finalement, et qui étaient assez atypiques à ce moment-là en fait. Après, on m'a confié la collection de la Compagnie des Glaces, la réédition d'une grande saga de science-fiction pour le coup, La Compagnie des Glaces de Georges-Jean Arnaud. Et là, ça a été aussi un prolongement d'une forme d'apprentissage, où là aussi, j'étais toujours avec le même directeur de collection, donc j'étais protégé et libre de faire absolument ce que je voulais. Donc j'ai fait le pire et j'ai peut-être le meilleur par moment, je ne sais pas. Donc jusqu'à cette époque-là, je travaillais en traditionnel, comme tous les camarades de ma génération finalement, c'est-à-dire au pinceau, à l'acrylique, et on livrait ce qu'on appelle des originaux, on apportait ça à l'éditeur, et on les récupérait quand ils n'étaient pas perdus évidemment. À partir un an ou deux après la Compagnie des Glaces, donc, j'ai commencé à m'intéresser au numérique, à Photoshop. Tout en ayant refusé pendant très longtemps, avec ce petit snobisme qu'on peut avoir, qu'on a eu, des gens comme moi, des gens de ma génération, envers les techniques numériques. On a longtemps je fais partie de ceux qui ont longtemps refusé, presque par condescendance, par mépris, et je m'en mords les doigts encore maintenant. Malgré tout, on m'a jeté cette machine dans les bras, et en me promettant « tu vas adorer ça ». Et j'ai adoré ça. Donc maintenant, je travaille, je suis passé au numérique, sachant que tout en continuant à peindre, à dessiner de manière traditionnelle, mais en ramenant tout ce matériel traditionnel sur Photoshop notamment. J'ai fabriqué une espèce de boîte à lumière, décor, que j'utilise systématiquement pour tout ce que je bricole. Donc la fameuse araignée, une fois qu'elle est faite, comme ici, donc je commence une série d'éclairages. J'utilise des lumières basiques, hein, rouge, bleu, vert, jaune. Donc à partir de là, encore une fois, dans l'obscurité, semi-obscurité, en déplaçant les lumières, l'objet, je shoote avec mon appareil photo, la fameuse palette dont j'aurai besoin pour la suite. Retour maintenant dans la dernière phase un petit peu de création qui va se passer en numérique sur Photoshop. Donc le décor de ce fameux château. C'est vraiment un travail de photo, hein. Voilà, l'idée, vous vous souvenez de l'araignée que nous avons vue ensemble, donc je l'ai réutilisée et je l'ai mise en scène ici et ici, à plusieurs reprises. Donc on retrouve le château de Tanlay. Encore une fois, le thème c'est les aliens débarquent à Tanlay, dans l'Yonne. Tous les éléments qui sont là, donc il y a de la photographie. Par endroits, ici, vous avez de la texture de peinture, parce que parallèlement à ça, je peins de manière traditionnelle à l'acrylique, et je peins toutes sortes de textures en fait, que je photographie et que je conserve dans une sorte de banque d'images, un petit peu de texture. Toutes ces matières-là, tout ce qui fait un peu vibrer l'image, finalement, ce sont des textures de peinture. Cette période très heureuse au Fleuve Noir, où j'avais j'avais très régulièrement du travail, où j'ai pu même négocier enfin un tarif à peu près convenable, a duré jusqu'à peu près en 2012-2015. Et tout s'est rapidement effondré après. La collection Le Fleuve Noir a été alors rachetée 1000 fois, c'est le drame de l'édition, et les collections sont éteintes, la Compagnie des Glaces s'est arrêtée, et tout s'est arrêté. Ce qui arrive régulièrement. Donc une autre leçon que j'ai prise dans la gueule un petit peu, c'est de me rendre compte que l'illustration ne peut pas... J'ai naïvement longtemps pensé que ça ne pouvait que s'arranger, et j'ai été extrêmement naïf. En librairie, quand on ne cherche pas un titre particulier, quand on se laisse porter pour l'achat d'un livre, on va naturellement, presque inconsciemment, on navigue à l'œil, à vue. L'ensemble des visuels qui sont présents en librairie sont là pour attirer l'œil de la manière la plus efficace. Ça reste, d'un point de vue commercial et de communication, quelque chose d'important. Et paradoxalement, rares sont les illustrateurs dont on peut lire le nom. On passe très vite sur l'illustration de couverture. Donc l'illustrateur, l'illustratrice de livres est dilué et fait partie de ce qu'on appelle la chaîne de fabrication du livre. Et malheureusement, parfois, souvent,
on n'existe pas. Donc on est utile pour l'acte d'achat, mais la plupart du temps, on reste quasiment invisible en tant qu'artiste, puisqu'on est avant tout des artistes. Et ça, voilà, c'est un des aspects les moins agréables de ces métiers-là. Par contre, en me confrontant au public, dans des expositions, dans des événements, des signatures, des choses comme ça, c'est qu'en réalité, le public est friand et a envie de connaître, de savoir comment les images sont faites, de connaître les gens qui travaillent autour de ça. Donc j'ai continué, pour le coup, rageusement à travailler, à développer mon travail personnel, qui a toujours été lié au fantastique, à l'inquiétude, aux paysages étranges, aux situations étranges. J'ai fait beaucoup de nus féminins, notamment avec des filles étranges, dans des situations étranges et parfois assez violentes. Donc j'ai aussi commencé à m'intéresser, j'avais pas trop le choix en même temps, à me dire tiens, et si j'allais apprendre à enseigner sans prétention. C'était un défi que je me lançais puisque je suis le type le moins pédagogue du monde. Et ça m'a permis de confronter, tout en leur demandant un certain nombre de choses, bien entendu, de me confronter aussi mes propres techniques de travail avec eux. Eux étant nés avec le numérique, ayant infiniment plus de facilité avec les outils, j'ai continué à évoluer, à apprendre encore grâce à eux. Donc maintenant, je m'intéresse à l'objet, je m'intéresse au décor, je m'intéresse à la photographie, et je m'aperçois que c'est la lumière finalement qui crée tout. Ça m'a permis aussi d'évoluer dans mes sources d'inspiration, c'est-à-dire après la tradition des peintres, sculpteurs, dessinateurs de la fin du 19e, je me suis petit à petit intéressé évidemment à la retouche photo, aux retoucheurs. J'essaie de sortir, de m'éloigner un petit peu du cadre illustratif, qui est merveilleux, hein, mais qui n'est pas satisfaisant, pour aller vers des démarches plus contemporaines peut-être. Je m'intéresse maintenant, et j'encourage toujours tout le monde à le faire, c'est à s'intéresser à l'art contemporain, aux arts contemporains, de Soulages à Eva Jospin qui est une artiste qui fabrique des univers entiers en carton. Voilà, je m'intéresse beaucoup aux gens qui fabriquent des choses, à l'art brut, mais ça depuis longtemps. Et tout ça pour dire que l'illustration, j'en fais de moins en moins. J'adore toujours en faire, hein, mais je commence à avoir moins de place pour l'illustration et plus de place pour des travaux personnels que j'expose de temps en temps. Ça n'enlèvera jamais, encore une fois, la beauté de ce métier. Alors je mets toujours des guillemets parce que j'en ai déjà parlé, les conditions de vie. Vivre en faisant l'illustration de livres, c'est quand même pas gagné. On s'en sort peut-être un peu mieux en jeunesse, l'édition jeunesse qui consomme un peu plus d'illustrateurs ou d'illustratrices, mais ça reste quand même aléatoire. Beaucoup de copains font aussi la bande dessinée. Alors là aussi, hein, on est tous polyvalents d'une certaine manière, mais même la bande dessinée en France est toujours un parcours terrifiant quand même en termes d'argent et de revenus. Donc c'est difficile, mais il faut changer. Moi, je choisis de plus en plus d'autres univers, d'autres manières de raconter des histoires.